tous, merci d'écouter Discours Animal. Aujourd'hui, on a une personne vraiment spéciale, une professionnelle dans le domaine, en fait, du comportement canin. Donc, bonjour, Susanna. Bonjour. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous parler un petit peu en fait, ton cheminement dans le comportement du chien? Oui, ben moi, je suis Susanna Zouja Kubica. Il y a beaucoup de monde qui connaissent plutôt ma compagnie Cœur Canin. Ça va faire un peu plus que 20 ans que je fais de l'intervention comme avec les gens qui ont des chiens pour l'éducation, des gros problèmes de comportement des fois. J'ai aussi ma formation au Cœur Canin depuis 10 ans, donc je forme les futurs intervenants à jour, tout ça. Puis, comment ça a tout commencé? Je pense que je suis née avec. Je suis née en Pologne, puis là-bas, dans le temps, ça fait un petit bout, il y avait beaucoup de chiens errants de rue qui se promenaient partout. Puis c'était ça mon but dans la vie, c'est d'être amie avec les chiens ou les chats, là, peu importe, là, qui se promenaient partout. Puis on a changé de pays souvent durant mon enfance. Donc souvent, je me retrouvais à ne pas parler la langue où est-ce qu'on était. Puis quand on l'apprenait, on déménageait. Fait que les amis humains étaient un peu plus limités. Fait que ça a toujours été comme des chiens chats de rue, tout ça. Puis enfin, je suis arrivée à Canada, puis je me suis dit, oh, il n'y a pas de chiens dans la rue tant que ça. Il y a des lois de l'Est ici. Mais bon, j'ai commencé à en promener et tout ça quand même. Puis c'est ça, j'avais ma chatte, j'avais entraîné, là, donné la patte, puis se promener avec moi et tout ça. Mais c'est ça, il n'y a personne dans ma famille qui était très étonné que j'ai fini là après l'université finalement. Oui. Fait que depuis toujours, il y a l'intérêt des animaux. Puis, oui, puis vraiment, tu sais, clairement pas le sang vétérinaire, non. Puis je savais qu'on pouvait comme être dresseur pour animaux. Là, on parle comme, tu sais, année 2000, là. Je suis en train de finir mon université, quelque chose de par rapport, mais il n'y avait pas vraiment, et encore aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment à l'université ou quoi que ce soit. Bien là, on peut aller en sciences de comportement au moins, là, depuis. Mais je savais que je voulais pas dresser des animaux. Puis là, j'ai appris que mais on peut aider à comme quand ils vont pas bien. Et là, ça m'a vraiment allumé. Ouais. Là, t'es partie là-dedans, puis t'as continué. C'était fini, c'était réglé. À vie, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu comme si... en fait, des amateurs voulaient adopter un chien. Qu'est-ce qu'il faut savoir? De quoi ils ont besoin au quotidien? Fait que si vous avez jamais vécu avec un animal, ou vous avez vécu, mais c'était vos parents qui s'en occupaient là, quand vous étiez jeune, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que c'est vraiment des êtres vivants qui demandent... ils peuvent rester tout seuls s'ils n'ont pas de problème avec ça, mais c'est vraiment un engagement de comme une partie de ta famille. Donc, je vois beaucoup plus de problèmes avec des chiens qui ne sont pas traités comme des membres de la famille, définitivement, parce que ça ne répond pas à des besoins sociaux qu'ils ont de vraiment se lier avec des êtres vivants de diverses espèces. Là. Les chiens sont vraiment flexibles avec ça. Donc, de vraiment penser, des fois, les gens vont être comme, là, je suis enceinte, on va avoir un enfant, fait que j'aimerais ça un chiot. Comme, attends, tu veux-tu 2 bébés en même temps? Évidemment, c'est pas pareil, mais puis surtout, si c'est leur premier enfant, attends, parce que vous n'avez pas aucune idée que ça aussi, ça peut être très fatigant. Mais je recommande un à la fois. Donc, souvent, il va y avoir des couples qui vont commencer par adopter un chien avant d'avoir des enfants ensemble, ce que je trouve un test pour le couple génial. Donc, quand je vais en consultation, les dynamiques de famille puis les conflits ou le fait qu'ils sont capables de travailler en équipe ressortent beaucoup. C'est la vision de l'éducation. Il devrait juste m'écouter parce que c'est mon chien puis je le nourris. Ou oui, mais là, il a peur, fait que peut-être qu'on pourrait l'aider. Donc, il y a des couples qui vont être testés avec ça. Donc, je trouve que c'est génial d'avoir un animal, que ce soit chien, chat, peu importe, là, finalement. Mais il faut juste s'assurer qu'on sait que ça demande pas mal beaucoup. Donc, un chien, normalement, là, il va être beaucoup plus heureux, par exemple, de sortir, même si c'est des petites promenades en laisse chaque jour, aller renifler, tout ça, plutôt que juste avoir une cour clôturée puis sortir là énormément. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de prendre un chien parce qu'ils disent « Ouais, mais j'ai pas une grande cour, tout ça ». Les chiens qui restent beaucoup dans la cour tout seuls font plein de problèmes. Souvent, ils vont se mettre à japper, ils s'ennuient, ils préfèrent que leur humain soit avec eux. Ils commencent à creuser ou fuguer. Ils ont besoin de comme faire partie de la famille. Donc, c'est sûr que c'est le fun pour les humains aussi. Comme on a vu pendant la pandémie, beaucoup de gens qui déménagent en forêt. Là. Mm-hmm. Ça fait du bien d'avoir de l'espace vert et de la nature, mais je vous assure, pour avoir, je travaille à Montréal en consultation, il y a plein de chiens en appartement qui vont bien si les gens ont l'énergie, le temps de faire quelque chose avec eux. Fait qu'il faut que ça réponde un petit peu à est-ce que j'ai le goût de sortir chaque jour? Donc, il y a des gens qui sont comme, j'ai pas toujours le goût, mais ça va être bon pour moi. OK. Le chien va vraiment nous
nous aider à sortir finalement. Puis, oui, beau temps, mauvais temps, faut qu'il sorte. Là. Puis combien de fois, tu sais, mon mari est comme, ah, c'est mon tour de sortir le chien, ça me tente pas, mais quand il revient, il est toujours de bonne humeur, tu sais, fait que des fois, c'est ça. Ça fait du bien à tout le monde. Oui, mais il faut s'assurer qu'on a le temps, parce que, tu sais, si quelqu'un est monoparental avec 3 jeunes enfants en bas de 5 ans, rajouter un chien, ben peut-être ça dépend lequel, tu sais, donc il y a aussi la question, est-ce qu'on prend un chiot? Puis si on prend un chien plus vieux. Donc, c'est pas vrai que parce qu'il est plus vieux, il va pas s'adapter à nous. Au contraire, souvent, ils veulent faire ça, oui. C'est-tu vrai que j'entends souvent ça aussi, des plus vieux chiens, ils ont déjà des mauvais plis, fait qu'ils veulent un chiot pour le mettre à leurs mains? Bien, tout dépend qu'est-ce que le chien a vécu avant. Donc, en général, si on rencontre un chien de 5 ans à quelque part, il est qui va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, oui, il y a des tendances génétiques. L'environnement qu'il a eu avant de se faire adopter, déjà chez l'éleveur, qu'est-ce qui se passait ou qu'est-ce qui se passait pas, les premières semaines, mois de sa vie, et tout ce qui est arrivé depuis 5 ans. Et sa personnalité, donc il n'y a pas comme génétique, tous les frères et sœurs ne sont pas pareils comme chez l'être humain. Là. Ils ont leur personnalité, donc il y a beaucoup de facteurs qui vont faire qu'un chien va être tellement différent d'un autre chien, et ça n'a jamais rapport avec la race. Là. Je veux dire, la race va nous dire à peu près la taille, le niveau de toilettage qu'on a besoin, puis peut-être certaines tendances, mais c'est jamais une garantie. Et la provenance, si on prend un chiot, est hyper importante. Donc, malheureusement, au Québec, on a encore plein d'usines à chiots. On a énormément d'usines à chiots déguisées en bon élevage familial. On a des refuges. Non, il y a des usines à chiots déguisées en refuge. C'est vraiment catastrophique. C'est quelqu'un. Fait que je vous dirais, si vous cherchez un animal, que ça soit chiot ou adulte, ou vous n'êtes pas certain, faites-vous donc accompagné par un éducateur canin. Donc, ça, c'est quelque chose que j'offre des fois à distance gratuitement. Là. Juste parler de ça avant. Puis, tu sais, oui, je vais partir mon chiot, mais est-ce que vous allez le partir mieux que quelqu'un d'autre qui a parti le chiot? Donc, si vous êtes très expérimenté et puis vous le savez, ben probablement, vous allez vous dire, je vais partir mon propre chiot. Mais il va quand même être qui lui veut être. Puis, pour un chien adulte, les tendances génétiques problématiques ou pas, des tendances à la réactivité, réagir à des étrangers, à d'autres chiens, peuvent apparaître tôt, mais je vous dirais, des fois, vont arriver avec la maturité sociale de l'animal qui va être vers l'âge de 2 ans. Donc, des fois, j'encourage des gens qui ne voulaient pas nécessairement un chiot, à la place d'en prendre un de 1 an au refuge, cherche donc parmi ceux qui ont 2-3 ans. C'est pas une grosse différence, mais on sait un petit peu mieux il est qui. Donc, puis s'ils fit avec notre famille, ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent changer de famille 10 fois puis faire « Ah, vous autres, je vous aime enfin, vous me comprenez. » Donc, ne pas se gêner que « Ah, il va mieux aimer des gens avant ou quelque chose. » Non, ils ont vraiment une belle capacité de s'adapter à une nouvelle famille si la famille prend soin de lui. Fait que c'est de s'assurer, en fait, notre niveau d'engagement qu'on veut avec notre chien. Oui, je vous dirais que, intéressez-vous à qui est votre chien. C'est vraiment, je trouve, la clé du succès. Donc, quand je travaille, des fois, je me fais appeler pour des problèmes quand même assez sérieux, qui vont en demander des choses. Puis des fois, c'est des gens que c'est leur premier chien. Ils n'ont pas nécessairement tant d'expérience, de connaissances. Et le degré de succès dans les réhabilitations et tout ça que je vois vraiment, un élément clé, c'est les gens qui font « Ah, chien, qui es-tu? Je vais essayer de te comprendre mieux. » Donc, des intervenants comme moi, des fois, je me sens comme un traducteur plus qu'autre chose. Je suis là pour ça, mais c'est vraiment, je trouve, la clé de faire « Mais qui es-tu? » De ne pas arriver « Ah, l'éleveur m'a dit qu'ils sont de même » ou quelqu'un m'a dit que cette race-là sont de même, tout ça. Non, il y a quelqu'un, lui. Et ça peut vraiment aider, même si quelqu'un n'avait pas beaucoup de connaissances à la base, de vraiment développer une superbe relation avec son chien. Et à partir de là, on peut aller loin. J'imagine que faire des consultations à domicile, il y a une grosse partie de humains versus une partie de chiens. Fait que tu dois vraiment... Comment ça fonctionne, en fait, quand tu vas chez les gens? C'est sûr que... Mon travail, c'est s'assurer que le chien va aller bien, mais c'est aussi que ses humains vont aller bien. Donc, je ne peux pas juste demander. Des fois, je vois des éducateurs qui sont bien gentils, mais, oh mon Dieu, ils ont oublié de prendre en compte que, peut-être cette personne-là n'a pas autant de temps, autant d'énergie, autant quelque chose de faire tout le programme de réhabilitation qu'eux autres trouvent parfait, que je suis d'accord qu'il est parfait, mais il faut que ça soit faisable pour la personne. Donc,
On est là pour besoin. Les gens vont avoir des chiens pour différentes raisons aussi. Les gens aussi ont différents besoins, à quoi ils s'attendent d'un chien. Des fois, on est comme, oh, mon chien est beaucoup trop heureux, je pourrais pas faire ce que je pensais faire avec mon chien, avec ce chien-là. On va juste s'assurer que, dans ce qu'il peut faire, il est mieux. Puis on découvre des belles activités ensemble, peut-être nouvelles, que la personne n'a jamais fait avec son chien avant, parce que son chien avant, il était sortable. Mais oui, il faut définitivement... On est comme un conseiller de famille, un petit peu, tu sais, d'essayer de mettre, OK, le chien a besoin de ça, la personne, qu'est-ce que c'est ses besoins, comment on peut les... C'est un casse-tête, comment on peut les mettre ensemble pour que ça fonctionne. Puis, normalement, surtout si quelqu'un nous appelle, c'est parce qu'il aime son chien quand même à quelque part, même si des fois, ça fait comme 1 an qu'il n'est plus capable puis il veut l'étrangler, là, c'est tellement problématique. Mais à quelque part, ils ont un lien. Donc, à partir de ces liens-là, ils souvent... veulent faire quelque chose. Oui, fait qu'à partir de ce lien-là, on peut souvent bâtir quelque chose qui va peut-être pas ressembler à leurs voisins qui ont le même problème avec leur chien parce que c'est pas les mêmes personnes, pas le même chien. Mais c'est vrai que j'aime que tu mentionnes, on a tout le temps des attentes par rapport à là, je vais avoir mon chien, je vais aller faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On a des attentes pour notre conjoint, une copine, des enfants. Enfin, on a beaucoup d'attentes dans la vie. Oui. Fait que j'imagine que la plupart du temps, c'est juste de OK, là, je vais faire une croix là-dessus. Est-ce qu'il y a des problématiques que tu peux réhabiliter, mettons, un chien qui est très réactif, est-ce qu'il peut finir par aller dans des foules? C'est tellement un cas par cas. Donc, souvent, quand j'arrive à quelque part, ça fait longtemps que j'ai appris ça dans ma tête tout seul, où je me dis, oh, ça n'a pas l'air si pire, ou je me disais, oh, ça va être difficile. Puis en fait, c'est en commençant, en travaillant, qu'on se rend compte. Donc, il y a quelque chose comme le concept de la résilience, un petit peu qu'on travaille, qu'on entend parler un petit peu pour les humains, mais pour les chiens aussi. Donc, c'est quoi, leur capacité de s'adapter, d'être résilient. Mais des fois, on sort des chiens des choses épouvantables, par des rescues et tout ça. Ils ont vécu l'horreur. Puis franchement, en faisant les bonnes choses, ça va vraiment loin. Là. Je me rappelle de mon premier chien, Zorro, là, il était réactif aux gens, il était réactif aux chiens, il se mangeait la patte jusqu'au sang quand il restait tout seul. Je suis devenue vite un meilleur éducateur grâce à lui, parce que j'avais juste pas le choix. Puis j'étais la 5e famille, mais 8 ans plus tard, les gens qui le voyaient en public, ça paraissait plus. Tandis qu'il y a d'autres chiens qui peuvent être un peu plus limités. Donc, des fois, on va avoir affaire avec des chiens qui ont absolument rien vu durant leurs 4 premiers mois. Ils ont été dans un sous-sol dans le noir, avec la génétique de maman, papa super nerveux qui n'ont rien vu non plus. Donc, des périodes critiques qui ont été passées vraiment à ne pas voir rien. Parce que, par exemple, mon ancien chien fleuve, il était attrapé par la MAPAC au nord d'Abitibi, avec 85 chiens qui se reproduisaient là avec les coyotes. C'était le temps de les sortir de là, mais puis il est arrivé en ville, c'était comme un martien. Là, je veux dire, oh boy, mais ça paraissait plus 2 ans plus tard. Bon, bien sûr, j'ai travaillé avec, mais son cerveau s'est quand même développé normalement parce que derrière la cabane d'Abitibi, il y avait de la nouveauté, il y avait des choses. Même malgré qu'il n'avait jamais vu une ville, dans la maison, tout ça, son cerveau était capable de s'adapter. Tandis que, par exemple, si on prenait des chiens souvent qui ont étaient reproducteurs dans une usine à chiens ou dans des laboratoires, des fois. J'ai jamais vu de gazon. Ou des rescues de Corée, par exemple, les chiens qui servaient à la viande. Ils ont tellement rien vu que ça se peut que leur cerveau est un petit peu moins développé, d'être capable de s'adapter. Mais encore, ça va dépendre des individus. Donc, moi, je me prononce jamais avant qu'on commence à le travailler, parce que c'est en commençant à le travailler qu'on voit comme, finalement, ça va comme plus vite que je pensais, ou oh boy, OK, on va prendre ça, correct. Puis, j'ai des cas que, moi, je suis au début pour donner toute l'information, les exercices. Mon but, c'est toujours de rendre la personne qui a le chien le plus autonome possible. Puis après ça, elle peut juste m'envoyer des questions, quelques suivis, mais le travail avec un chien qui a vraiment de la misère va être à vie. Donc, des fois, les gens vont être comme, OK, maintenant, c'est plus vivable. J'en ai pas fait un chien aussi sociable que j'aurais voulu, mais bon, c'est pas lui. Mais c'est correct, c'est rendu vivable. Il continue à faire des bonnes affaires. Il atteint un plateau. Puis là, 2 ans plus tard, tout à coup, je reçois un message ou une photo. « Hey, je suis rendu, au Saint-Hubert sur la terrasse avec mon chien. Ça me coûte beaucoup de morceaux de poulet pour lui, mais il est je là. pensais jamais pouvoir le sortir là. » Donc, il n'y a pas de limite, c'est le vivant. Donc, tout ce qui est vivant, les plantes inclus, ça apprend puis ça s'adapte. Constamment. Il n'y a pas non plus comme « Ah, mon chien est parfait, c'est bon, j'ai plus rien besoin de faire. »
Je veux m'assurer que l'environnement va continuer à faire en sorte que les bons choix que mon chien fait de vie sont récompensés, puis ça vaut la peine de continuer à les faire. Donc, c'est ça, c'est toujours un work in process, comme on appelle en anglais, bien sûr. Oui, puis on entend ça aussi souvent, les gens qui disent « Ah ben, il est comme ça, on peut rien faire pour changer son comportement nuisible ou... Oui, puis des fois, ben, c'est les gens qui se sont fait dire « Ah, ben oui, t'as une race comme ci, c'est sûr, ça, c'est têtu. » Tu sais, moi, j'ai un chien Bouinou en ce moment, fait que j'en peux plus, les gens qui sont comme « Ah oui, pareil que c'est bien têtu. » Non, il est super adorable, mon chien. Il est super sociable, il aime tout le monde, il collabore super gros. Quand il collabore pas, c'est parce qu'il y a trop chaud, il a mal à quelque part. Fait que non, fait que tous les préjugés d'une race, c'est comme ci, fait que tu peux rien faire. Ou malheureusement, tu sais, le métier d'éducateur n'est pas légiféré et tout ça. Donc, il y a des gens qui, des fois, quand ils me font venir, là, je suis la 6e personne qui paye. Ah, pauvre personne. Mais je suis comme, waouh, vous êtes encore en train d'essayer, tu sais, une médaille, quelque chose, s'il te plaît, là. Le chien est vraiment chanceux, mais ils se sont fait tellement mal conseiller. Puis malheureusement, ben, il y a des professionnels, on voit ça dans d'autres métiers aussi, que quand ils ne savent pas, ils disent que ça se peut pas, au lieu de dire, moi, je ne suis pas capable. Ça, c'est bien plate pour les gens aussi. Fait que des fois aussi, les gens trouvent que... Ou ils ont rencontré un éducateur qui leur a donné des exercices hyper complets. Ils sont non, je ne serais jamais capable. Donc, il y a quelque chose comme pour se protéger dans la tête en tant qu'humain, qu'on va être comme, non, il n'y a rien à faire avec le chien. Oui. Parce qu'on est totalement dépassé. Ben, c'est décourageant aussi après 6 personnes qui ont payé en plus. Ah, puis des fois, des milliers de dollars. Et des fois, pour empirer leur chien. Si au moins, ça serait juste pas efficace, mais des fois, ça va empirer la situation. Donc oui, ça, c'est vraiment triste. Mais comme tu dis, on va leur donner une médaille, puis un gros bravo à ces personnes-là qui continuent d'essayer. Oui. Puis moi, j'avais comme question, tu sais, des chiens, est-ce qu'ils doivent tous être sociables? Est-ce que c'est normal pour un chien d'être moyen à l'aise avec les gens? Est-ce que... ou n'importe quel chien devrait être capable de tolérer de se faire toucher par tout le monde? Bien, je vous dirais que on en demande vraiment beaucoup plus à des chiens qu'on demande à des humains. Donc, dans les dernières années, d'après les choses de MeToo, on a commencé à beaucoup parler de consentement, même avec les enfants. Et le nombre de familles avec des jeunes enfants, avec des chiens, que là, on se rend compte, en fait, les parents, je me rappelle un papa monoparental, il était comme « Maintenant, je sais comment il faut respecter le chien, je vais apprendre ça à ma fille. J'ai enfin un moyen de parler de consentement avec ma petite fille. » Wow. Fait que c'est un petit peu la même chose qu'on peut voir. Donc, évidemment, on ne veut pas que nos chiens soient dangereux. Que si je marche avec dans la rue, puis quelqu'un passe, puis il touche la queue, qu'il le morde tout de suite, ça peut peut-être dire qu'il a mal à quelque part aussi, là, si ce genre de choses arrive. Mais, fait que c'est sûr qu'on voudrait que nos chiens soient confortables, puis qu'il y a comme un tampon de sécurité, que quand ils n'aiment pas quelque chose, ils savent, ils ont confiance par expérience, ils peuvent le dire, puis que quelqu'un va régler la situation pour eux. Donc, une des choses que je vois beaucoup, que ce soit entre deux chiens, c'est surtout là qu'on voit un très mauvais conseil, ils vont régler ça ensemble. Bien, on ne sait pas comment ils vont le régler. Ce n'est pas tous les chiens qui ont nécessairement des belles expériences de communication. Il y a un chien qui peut avoir mal à quelque part ou quoi que ce soit. Fait que je vous dirais, c'est comme, écoutez, 2 enfants de 3 ans qui sont en train de discuter, qui vont jouer avec le... Je les écoute, je les laisse dealer avec jusqu'à temps que je vais m'en mêler puis je vais les guider. Donc, définitivement avec des jeunes chiens, avec des nouveaux chiens ou des chiens un peu moins bons socialement, je vais vouloir beaucoup leur guider que si tu n'aimes pas ça, ben cache-toi derrière moi, je vais l'arrêter, le petit enfant qui est trop avec toi, pour pas que le chien pense qu'il a besoin de régler ces choses lui-même. Donc, une des choses qui va vraiment améliorer la sécurité des chiens dans la société, c'est s'ils savent qu'ils peuvent compter sur leurs humains de confiance autour. Donc, si par exemple, j'ai la chance de commencer avec un nouveau chien, un jeune chien, pas obligé d'être bébé, là, mais bon, quand même plus dans le début de sa vie. Et que les gens me font venir assez vite parce que, bon, le chien saute, ou des choses normales, mais on s'assure déjà que les gens commencent à bien lire leur chien et de s'assurer, écoute, si ton chien n'aime pas ça, va le sauver tout de suite. Fait, comment on sauve un chien, ça dépend de la situation. On enlève la situation du chien ou on enlève le chien de la situation, on sort des bonbons. On fait activement quelque chose pour comme, ouf, le stress a baissé.
mieux quelqu'un lit son chien, plus tôt dans l'histoire, il va voir que son chien commence à faire « Ah, je suis pas sûre ». Fait qu'on n'est pas obligé d'attendre à « Ah, j'aime pas ça ». Donc, bien sûr, si le chien fait « Ah, je grogne, j'aime pas ça », OK, on arrête ça tout de suite. On essaye d'éviter la situation jusqu'à temps qu'on parle à des professionnels. Fait qu'à court terme, on va beaucoup gérer pour pas que ça y arrive, comme ça, rien empire, pas d'accident. Et à moyen long terme, on va essayer de changer la perception du chien face à ce qui est arrivé. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui laisse quelqu'un, des petits-enfants tomber sur son chien, ça fait mal physiquement, là. On veut pas ça, mais il y a moyen de gérer ça sans que l'enfant soit brimé. Puis ce qu'on aimerait, c'est que l'enfant et le chien finissent par développer une belle relation. Donc, bien sûr, si un chien a déjà eu des mauvaises expériences, il part à moins 2000. Puis si un chien part à 0, ça va plus vite. Donc, c'est bon pour les gens de ne pas attendre que ça aille mal, mais si ça va mal, c'est correct. On peut quand même très souvent, en fait, moi, je travaille avec des chiens agressifs depuis 20 ans chaque semaine. Donc, par exemple, les gens vont beaucoup me demander, un chien qui a mordu, y a-t-il quelque chose à faire ou ça y est, il a appris à mordre? Non. C'est sûr, il y a comme deux... Dans chacun des mythes qu'on peut trouver, il y a toujours un petit bout de vraie histoire. Donc, c'est sûr qu'un chien qui a mordu dans une situation, si on n'a fait absolument rien, oui, il va remordre dans la même situation. Il en était rendu là. Mais c'est sûr que si on fait quelque chose, il y a des grosses chances qu'il ne mord plus. Donc, c'est quand même, je vous dirais, assez rare des cas qui sont tellement sévères qu'on est comme, ouf, non, je pense pas qu'on va réhabiliter ça, ça peut pas être sécuritaire. Ça arrive de temps en temps, la maladie mentale chez le chien peut arriver, ou est-ce que le chien est tellement pas normal que même avec l'aide de vétérinaires comportementalistes, il est trop dangereux, mais c'est des cas, là, 1 sur 3 milliards, là, je sais pas, j'ai pas les statistiques, mais la grosse majorité du temps, les chiens, quand ils sont rendus à mordre, c'est parce qu'ils ont essayé de communiquer ça différemment. Ça n'a pas fonctionné pour toutes sortes de raisons. Et là, ils pensent qu'ils sont obligés de mordre. Et si on commence à apprendre à ces chiens-là, tout en les protégeant, puis en protégeant tout le monde autour, que non, écoute, là, tu as juste besoin de faire « j'aime pas ça », puis on va régler la situation. Les chiens sont tellement soulagés de ne plus avoir à mordre, là, puis régler leur situation tout seul. Donc, ça passe toujours par comprendre son chien, lire son chien, et de voir quand il commence à pas être à l'aise. Y a-tu quelque chose, des hints qu'on est capable de voir, OK, on est en train d'avancer dans le processus, on approche de la morsure? Il y a toutes les... Si vous regardez, il y a 1000 vidéos et plein de textes. J'en ai sur mon site aussi sur le langage corporel. Donc, il y a plein de petits langages que la majorité des chiens vont faire. Maintenant, les chiens ne vont pas tous faire les mêmes langages. Fait que vous voulez lire tous les signaux puis commencer à les regarder sur votre chien. Tu sais, qu'est-ce que lui, il a l'air d'utiliser souvent? Il y a des petits trucs comme... est-ce qu'il va être à l'aise de se faire flatter gentiment par l'enfant dans la rue ou la voisine? Est-ce que le chien l'approche? Si le chien ne l'approche pas, ne pas laisser la personne venir approcher le chien. Donc, par exemple, quand je fais des préventions de morsure, je vais souvent dire aux enfants, mais franchement aux adultes aussi, laissez toujours un chien invisible entre vous et le chien. Pour que ça soit le chien qui approche. Il y a plus de chances que si le chien approche, il sait qu'il peut reculer, plutôt que si on le coince finalement. Puis là, mais en plus, généralement, ils sont en laisse. Fait qu'ils n'ont pas tant de possibilités de fuite. Même à ça, ou à l'intérieur, peu importe. Mais aussi, le chien peut avoir l'expérience de, même si je m'en vais, la personne me suit, fait que ça marche pour me sauver. Puis aussi, de faire attention, les bonbons sont utilisés de plus en plus, et c'est super, mais juste faire attention de ne pas attirer avec les bonbons vers quelqu'un dont notre chien semble pas certain. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens vont souvent faire, mais ça fait des problèmes. Soit le chien fait comme le soir, tes bonbons, j'en veux pas, j'ai trop peur du monsieur à barbe là-bas. Fait qu'il approchera pas, puis les bonbons fonctionnent pas, là, entre guillemets. Ou bien, il est très gourmand, mais c'est comme si on le tirait de force par l'estomac. Donc, il va approcher, mais plus qu'il se sent à l'aise. Puis là, une fois approché, il peut faire « Ah! » Puis là, je suis proche du monstre, finalement, j'ai peur. Fait que les chiens vont réagir parce qu'ils ont peur ou ils ont mal. Un des deux. Il n'y a pas 36 raisons là, pourquoi un chien va mal réagir. Donc, si vous commencez à lire les petits signaux, premièrement, est-ce que mon chien veut aller voir quelqu'un? Ensuite, est-ce qu'il est tout tendu ou détendu dans son corps? Est-ce qu'il cligne des yeux ou est-ce qu'il évite de regarder quelqu'un ou quelque chose? S'il fait exprès d'ignorer quelqu'un, peut-être parce qu'il n'est pas à l'aise puis il aimerait comme ne pas aller dans le conflit. Peut-être, bien sûr, il y a des petits signaux comme se lécher le nez, c'est comme un petit tic nerveux qui n'est pas la fin du monde, mais si mon chien, qui d'habitude, ça semble bien aller avec des gens qui s'arrêtent parce qu'il est mignon puis qui veulent le gratter gentiment, là, rien de trop rough. Puis là, je vois mon chien qui renifle à terre, qui se lèche le nez, qui détourne la tête. Ça serait vraiment le moment de faire « Oh,
peux-tu lui donner un bonbon à la place? Ou je lance un bonbon juste un petit peu loin dans le gazon pour que le chien quitte. Puis je continue à parler à la personne tout en me mettant un petit peu devant mon chien. Puis si je remarque que mon chien n'est pas à l'aise avec certaines choses, ben on peut, hors contexte, faire des exercices graduels pour que pour le chien, ça fasse « Ah! Des petits humains qui arrivent en courant puis qui me touchent la tête. Finalement, je vais avoir du poulet pour ça, puis je suis à l'aise. » Mais il faut y aller au rythme du chien pour changer sa perception. Est-ce que aussi tu peux nous parler de comportements, en fait, qui sont naturels chez le chien, qui sont peut-être plus difficiles à percevoir et à comprendre, dont c'est quoi la prédation, par exemple? Oui, la prédation. Bien, les chiens sont à la base des prédateurs, mais comparé aux chats, par exemple, on a vraiment l'être humain, là, il y a des fois des milliers d'années, des fois des centaines d'années, a vraiment joué avec ça. Donc, on a fait des races, par exemple, les fameux chiens pour les moutons. On ne voulait pas qu'ils mangent le mouton à la fin. Donc, on a comme voulu que le chien comme chasse le mouton, mais finisse pas le travail pour pas blesser le mouton. Il y a d'autres chiens comme des petits terriers, bien, on voulait qu'ils tuent le rat. Puis on a comme exagéré. Il y a des petits terriers laissés dans la nature vont mourir vite là, parce qu'ils ne connaissent pas la peur, vont aller se faire déchirer par des coyotes, puis le lendemain, ils recommencent. Fait qu'on a exagéré des séquences, des tendances de prédation chez certains chiens. Puis maintenant, c'est pas parce que votre chien est d'une race que ça garantit qu'il a vraiment eu ce qu'on voulait. C'est comme un petit peu l'Auto-Québec. On va être comme, ouais, peut-être c'est un chien comme ci ou comme ça. On peut regarder le chien que vous avez devant vous. Donc, c'est sur la prédation, ben, on peut dire que le résultat, c'est de l'agressivité pour la proie. Ça va être pareil si le chien mange un écureuil. Ben, c'était agressif pour l'écureuil, mais on ne va pas le considérer comme un chien agressif. C'est comme un petit peu normal, comme un chat qui va chasser des rongeurs. J'aimerais juste valider la prédation, c'est le fait de chasser, dans le fond? C'est ça. Ce comportement-là? OK. Oui, fait que, tu sais, de s'intéresser à ce qui peut bouger vite ou être une petite affaire à plume, à poil, quelque chose. Et ensuite, peut-être soit utiliser son nez pour le pister, soit courir après. Quand votre chien court après la balle, c'est de la chasse. Mais tout va bien parce qu'il le fait. Ça dépend de la cible. Tu sais, est-ce que la prédation est un problème chez le chien ou pas? Dépend vraiment c'est quoi les cibles de sa prédation. Donc, la majorité de nos chiens démontrent des comportements de prédation quand ils jouent, mais tout va bien. Tu sais, si votre chien est juste prédateur avec des écureuils et des petits rongeurs, normalement, on ne va pas je ne veux pas dire qu'il y a un problème, ben, à moins qu'il vous arrache le bras, même c'est correct, c'est un problème d'éducation, il n'y a pas de problème. Par contre, s'il réagit de façon prédation à des enfants qui passent en vélo, des joggers, d'autres chiens, là, ça commence à être comme, oh, là, c'est pas des cibles naturelles, parce que naturellement, un chien ne chasse pas l'humain. Okay? C'est pas un grizzly, c'est pas un cougar. Pour ces proies-là, pour ces prédateurs-là, on fait partie des espèces normales de prédation. Il faut s'y attendre qu'un lion, quelque chose comme ça. Pas les chiens, c'est pas normal. Donc, quand on voit, heureusement, c'est assez rare, mais des fois, tu sais, que ce soit aux États-Unis, là, des fois plus souvent qu'ici, des cas vraiment affreux, tu sais, d'une personne qui s'est faite chasser par 3 chiens. Tout le temps, on regarde dans quel état ces chiens vivaient, comment ils se faisaient traiter, tout ça. Et souvent, ben, un chien attaché au bout de la chaîne qui n'a rien à faire, qui est en train de devenir complètement fou, et que ça fait 3 ans qu'il pratique de s'énerver après des gens qui passent en joguant. Là. Ben, le jour où sa chaîne va débarquer, il a tellement pratiqué ça des milliers de fois que ça se peut que ça finisse mal. Mais c'est pas normal qu'un chien fasse de la prédation sur des humains. Sur d'autres chiens, ça peut arriver. Bien, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on a tellement de races qui sont différentes que, je veux dire, comment le Grand Danois peut faire la différence? Le Chihuahua, c'est un chien aussi? C'est tellement dur. On les a pas aidés. On n'a pas fait ça avec les chats. Les chats vont comme savoir c'est un autre chat parce qu'ils ressemblent encore à un chat. Fait que c'est là que si on a un chien qui va habiter, un peu plus banlieue, ville, quelque chose, ben on aimerait ça que bébé en rencontre de toutes les sortes et grandeurs et qui a des bonnes expériences, en le faisant pour qu'il sache que, OK, ça, c'est quelque chose que je peux jouer avec, ça va. Mais oui, on le voit des fois avec des chiens qui ont été très sélectionnés pour la chasse, pour des petites affaires, bien, ils peuvent réagir à un petit chien poilu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de remarquer que c'est un petit chien poilu et comment le petit chien poilu aussi se comporte. Donc, j'ai toujours comme le sang qui glace quand je vois un petit chien pas habitué qui a vraiment peur qu'on lance dans un parc à chiens. Et là, il est terrorisé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'air d'une proie parce qu'il est en train de courir en faisant « aïe, 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 aïe,
avec le petit bruit aigu. Tu sais, votre chien aime le squeak des jouets parce que c'est un bruit de proie. Je m'excuse de dire ça, tu sais. Mais ils sont faits génétiquement pour être allumés. Donc, tandis qu'un petit chien qui est vraiment à l'aise, qui sait comment parler chien, qui n'a pas peur, parce que quand on a peur, n'importe qui, les humains aussi, on fait des affaires pas très intelligentes. On n'a pas trop le contrôle là-dessus, mais tu sais, j'en vois des petits chiens qui... Ça ne veut pas dire qu'ils vont jamais se faire attaquer par un grand chien, mais il y a beaucoup moins de chances parce que ils s'arrêtent, ils regardent, mais c'est comme un chat. Un chat peut faire partie des proies d'un chien ou pas. Ça va dépendre des apprentissages du chien. Et des fois, ce qu'on voit dans une maison qui vient d'adopter un chien, c'est qu'avec un chat, ça va, avec l'autre, pas du tout. Pourquoi? C'est le comportement du chat. Donc, le chat qui se sauve beaucoup, ça allume le « ça se sauve, il faut que je cours après ». Puis le chat qui te regarde croche, puis qui dit « tu passes pas dans la porte ». Oh, non, OK. Il y a moins l'air d'une proie qui se sauve. Donc, ça déclenche moins la prédation. Donc, il y a des chiens qui naissent là, vraiment génétiquement. Ils ont de la prédation, là, vraiment beaucoup. Ça serait pas des bons candidats à voir si quelqu'un a des animaux de ferme, qui a des lapins, des cochons d'Inde, ou vraiment bien géré. Ils s'en vont pas là. C'est tout à fait possible, mais on ne s'attend pas que ça va faire le chien de ferme, potum, qui se promène avec les petits canards et tout ça. C'est pas tous les chiens qui sont bons pour ça. Mais il y en a qui n'auront pas ce problème-là. Donc là, il faut vraiment regarder individuellement ce chien. Dans une maison, mettons qu'il y a justement une adoption d'un chien de chasse, puis il y a un chat. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire concrètement, à mettre en place pour éviter la prédation sur le chat? Oui, puis que ce soit un chien de chasse ou n'importe quel chien, là, vraiment. Puis souvent, les gens vont avoir des chats et là, ils adoptent un jeune bébé. Puis en plus, les jeunes bébés, ils aiment ça courir après des affaires poilues pour jouer. Oui, c'est le fun, ça bouge tout seul. Oui, puis quand ils sont petits, c'est un petit peu plus de leur grosseur aussi. Fait que ça leur rappelle les frères et sœurs. Puis c'est le fun, ça joue. Fait que est-ce qu'on peut limiter les occasions pour le chat d'avoir l'air d'une proie qui s'enfuit pour pas que le chiot ou le chien adulte pratique de s'énerver à courir après. Donc, premièrement, souvent, on va juste, pour les chats aussi, les garder séparés. Vraiment. Fait qu'ils sentent, ils s'entendent, mais ils ne se voient pas encore. Il n'y a pas le visuel. Donc, juste pour... parce qu'on fait attention aux chats aussi. Moi, je m'occupe des chiens, mais je m'intéresse toujours. Mais votre chat, il va comment depuis que vous avez le chiot? Est-ce qu'il ne commence pas des infections urinaires par stress? Il faut s'assurer. Donc, souvent, on va dire 1-2 semaines à peu près. Là, mais juste séparer, puis on les odeurs, les sons, juste pour que tout le monde s'habitue que ça existe. Ensuite, dépendamment, est-ce que je commence avec un bébé chiot que j'ai pas vraiment peur qu'il fasse peur au chat, il va juste être achalant, ou j'ai un chien que je rescue, puis je suis pas sûre, il a l'air intéressé par les écureuils, fait que je peux commencer avec certains plus prudemment qu'avec d'autres, mais en général, je vais vouloir vraiment m'assurer que le chat puisse circuler dans l'appartement ou dans la maison en hauteur. Le plus qu'il y a des barrières que le chien peut pas aller, le plus qu'il peut exister en hauteur, en fait, des étages. Par exemple, j'ai des appartements à Montréal qui ont... notre nouveau chiot, il est vraiment achalant. Fait qu'ils ont fait des tablettes tout le long du couloir. Le chat, il n'est pas pris dans sa petite pièce avec sa litière puis sa bouffe. Il peut circuler, mais il est en hauteur. Donc, évidemment, le jeune chien va être comme « je jappe un peu parce que j'aimerais aller l'atteindre », mais il n'est pas atteignable. Fait qu'on fait de l'éducation. Ben oui, tu t'énerves avec le chat. Fait que viens me voir, on va s'énerver ici avec tes jouets, puis on va jouer. Mais il n'y a pas la pratique de beaucoup courir après le chat. Donc, ce qu'on aimerait, la prédation, en général, ça se développe et ça ne s'efface plus. Et ça se gère après, là. Mais plus vous laissez votre chien s'énerver de façon chasse, là, après une cible qui n'est pas une bonne idée, c'est ça va devenir de plus en plus renforçant pour le chien de le faire et ça se développe. Donc, par exemple, moi, j'ai un petit Shiba Inu en ce moment. C'est le seul chien dans ma vie que j'ai eu bébé. J'ai eu des chiens qui chassaient beaucoup avant. Je les ai déjà eu comme ça. Fait que c'était beaucoup de la gestion. Là. Je ne voulais pas qu'ils tuent des écureuils et des choses comme ça. Ils étaient capables. Donc, je suis à Montréal, mais il y a de la faune autour de chez nous, des lapins, tout ce qu'on veut. On a une famille de moufettes qui fait des bébés chez nous. Tout ça. Puis on aime ça. On aimerait ça qu'ils vivent avec. Maintenant, le Shiba Inu, ça fait partie des chiens primitifs qui ont beaucoup de chasse en eux, normalement. Mais depuis bébé, je voulais beaucoup avec lui, par exemple, faire regarde, renifle, mais pas la partie courir après. Donc, quand tu as assez regardé puis tu aimerais bouger, tu me cours après moi pour des bonbons, des jouets, quelque chose. Donc, vraiment pas beaucoup de pratique à courir après les animaux. Donc, un jour, il a attrapé un lapin parce qu'il y a un lapin qui est comme arrivé dans sa bouche là,
il était aussi plus surpris que le lapin, je pense. Puis moi aussi, là, je veux dire, le jeune lapin, là, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Depuis ce temps-là, c'est sûr que les lapins, c'est comme, oh mon Dieu, des lapins. Mais parce qu'il ne passe pas son temps à courir après, c'est beaucoup plus facilement gérable. Donc, nous, dans notre famille, on fait beaucoup de road trip, de canot camping. Tout ça, notre but dans la vie, c'est d'observer des animaux. Là. Donc, notre chien, on adore qu'il n'ait pas développé cette chasse-là tant que ça parce que, ben, c'est ça. Je suis respectueuse des autres animaux aussi. Et pour moi, mais oui, j'ai un chien, mettons, de chasse qui aimerait ça, courir après des canards. Oui, mais les canards étaient en train de se reposer. Oui, ils ont peut-être des bébés. Même si cette espèce-là n'est pas dangereuse pour mon chien, mais j'aime ça les respecter. T'sais. Autant que j'aime pas que des enfants juste fassent peur à des mouettes puis des pigeons juste pour rien, ben c'est la même chose avec mon chien. Je peux l'amuser autrement que le laisser déranger la faune beaucoup. Maintenant, si j'ai un problème de rongeur puis que mon chien m'aide, OK, là, ça, c'est une autre situation. Il y avait aussi, j'ai beaucoup de questions par rapport à, en fait, j'entends souvent beaucoup de questions par rapport à la protection de ressources parce que souvent, c'est mal perçu aussi parce que c'est directement, ben, soit les animaux qui l'entourent ou directement l'humain qui prend soin du chien. Fait que souvent, c'est un peu bizarre à gérer. Dans la maison, il y a une possibilité de morsure. Oui. Fait que la protection de ressources, c'est quoi? Ben, c'est quelque chose que tout le monde a besoin pour survivre. Puis en fait, je suis toujours étonnée combien peu de chiens l'ont très fort parce que ça, c'est vraiment à cause de domestique. Donc, un chien qui a peut-être vécu errant, qui a ces genres d'historique-là ou génétique, ben il fallait qu'il défende son petit bout de bouffe de la compétition, sinon il n'allait pas manger puis il n'allait pas survivre. La maman va devoir défendre des choses pour nourrir ses bébés quand il n'y a pas assez de ressources. Maintenant, de nos jours, au Canada, on nourrit notre chien assez, donc il ne devrait pas avoir peur de manquer, mais l'instinct peut être là. Donc, certains chiens génétiquement, là, beaucoup de chiens, en fait, qu'on est comme, mais c'est supposé être un chien gentil, mais les chiens rapporteurs, les épagnols, les golden retriever, ça a été choisi génétiquement pour la séquence de la chasse qui est à la fin. Donc, ne pas tuer, mais rapporter au nid, si on veut. Bien, au nid peut être n'importe où, à l'humain ou quelque part. Fait qu'il rapporte des balles, c'est super, il aime ça rapporter plein d'affaires. Mais qu'est-ce qui va avec le comportement de rapporter? Bien, je le rapporte, puis là, ben là, je l'ai, puis là, enlevez-moi le pas. Donc, en fait, on voit beaucoup de chiens que les gens s'attendent qui sont gentils, comme des golden, des épagnols de chiens de famille, développer beaucoup plus de protection de ressources, mais ils peuvent avoir des tendances génétiques pour ça qui sont très normales, si on veut. Puis, il y en a d'autres qui vont juste l'apprendre par des plus ou moins bonnes expériences. Donc, ce qu'on veut pour nos chiens domestiques, c'est qu'ils tolèrent qu'on leur vole des affaires. C'est vraiment du vol. Fait que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ça n'a pas rapport avec « mon chien ne me respecte pas, pourtant c'est moi qui le nourris ». C'est un instinct. Donc, il y a comme une loi entre chiens. Si tu as quelque chose dans ton espace, entre tes pattes, à côté de ton ventre ou bien sûr dans ta bouche, c'est à toi. Avec son père pourrait venir, puis s'il vole, c'est du vol. Le chiot a le droit de faire « c'est à moi » parce qu'il est en possession de cette chose-là. Maintenant, qu'est-ce qu'un chien protège? Ça va dépendre de sa perception. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui l'intéresse à protéger? Donc, bien sûr, de la nourriture. Des fois, les chiens ne vont pas protéger leur bol de nourriture, leur croquette, c'est plate, mais on leur donne un os à gruger. Oh, ben là, c'est plus intéressant. Ou des choses qui durent plus longtemps. Donc, ils sont comme, je ne suis pas capable de l'avaler, donc ça m'inquiète, quelqu'un viendrait le voler. Donc, c'est vraiment la peur de se faire enlever des choses. Donc là, domestiquement parlant, c'est ce que je fais avec tous les chiots que je vois. Puis des fois, c'est en réhabilitation, des fois, c'est en prévention. On veut leur apprendre, écoute, si tu as une super ressource et un humain arrive, puis il te touche toi, ou il approche sa main de ta ressource, ou même il te l'enlève, c'est des bonnes nouvelles pour toi. Il faut vraiment le faire artificiellement parce que c'est pas normal. Là. Donc, moi, si j'ai faim, puis je suis au restaurant, puis le serveur, il essaie d'enlever mon assiette avant que j'ai fini, je suis comme non! Et puis, ça dépend à quel point il insiste pour le faire. Est-ce qu'il le fait à chaque fois que je viens là? Je vais commencer à être sur mes nerfs puis anticiper. Donc, des fois, on est comme, mais j'ai pas rien volé au chien. Il anticipait. Son inquiétude est comme, quelqu'un approche, je vais probablement avoir des problèmes. Un des gros problèmes il y a deux choses que les gens vont faire en voulant bien fort, qui vont comme empirer la chose. C'est d'essayer de le prévenir en juste essayant de faire tolérer le chien qu'on va, quand il mange, je fais exprès de jouer dans sa nourriture. Vous allez l'achaler. Si quelqu'un faisait ça à vous, là, vous êtes comme,
« Hey, lâchez-moi! » Fait que c'est important, si le chien a faim, comme laissez-le manger et ensuite, venez apporter plus de bonnes choses pendant qu'il mange. Fait qu'on veut, dans toutes les réhabilitations qu'on fait, en fait, on parle de l'émotion du chien, comment lui perçoit la situation, puis comment il se sent. Donc, ce qu'on aimerait passer, c'est d'un chien qui est comme « Oh, je vais me faire voler quelque chose » à « Ah oui, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, là, mais là, depuis des mois, quand j'ai mon trésor, quand les humains approchent, je vais peut-être avoir du fromage. » Fait que comme ça, c'est pas grave si un jour, il n'y aura pas de fromage parce qu'il est déjà ailleurs. Dans sa tête, sa perception est comme « Ah, ben c'est peut-être des bonnes nouvelles, finalement. Mm-hmm. » Donc, dès qu'on a un petit bébé chiot qui met tout dans sa bouche parce que c'est normal, là, il explore. Mais tu sais, regardez, il mange une feuille morte. Vous n'êtes pas obligé d'y enlever. Il n'y a pas de danger, là, la petite feuille morte. Là. Fait que participer. Oh, qu'est-ce que tu as trouvé là? Ben oui, oh, regarde, j'ai trouvé une autre petite feuille morte. T'en veux-tu? Donc, je ne suis pas toujours en train de faire non, arrête et lui voler. Et quand j'ai besoin d'enlever quelque chose de sa bouche, ce qui va quand même arriver souvent avec un petit bébé chien, mais je fais des échanges. Fait que j'y mets le gros morceau de poulet, de fouet, de fromage, quelque chose qui va être correct pour lui qui aime beaucoup devant son nez. On essaye de ne pas être stressé. Bien sûr, si ça a l'air de quelque chose de dangereux, là, qu'est-ce qu'on fait? On est comme « Non, arrête! » Mais le chien, il ne sait pas que c'est passé dangereux. Il est comme « Oh mon Dieu, oh mon Dieu! » Fait que ce qu'on veut surtout pas, c'est que le chien apprenne à avaler son trésor plus vite avant qu'on y enlève. Ça, c'est super dangereux. Donc, soyez contents. Ben, qu'est-ce que tu as trouvé là? C'est bien dégueulasse. Viens faire un échange. Puis vraiment s'amuser avec ça. Au début, les gens sont comme « Ah ouais, mais je suis en train de le renforcer, qu'il mette des choses que je veux pas dans sa bouche. » « Ouais, mais c'est tellement plus sécuritaire. Puis ça, il va venir vous l'apporter. » Je me rappelle d'un monsieur avec un bébé golden, il y a des années, il était comme... Je suis pas sûre, j'ai l'impression, tu sais, de le renforcer pour prendre toutes les affaires. Je veux pas qu'il prenne dehors dans sa bouche. Et puis en ville, là, Dieu sait qu'il y en a. Il dit, essayez ça. Quelques jours plus tard, j'ai son courriel. J'ai compris. Mon chien, il est venu me porter, son petit chiot de 3 mois, il est venu me porter tout fier un morceau de vitre cassée. Yeah. Regarde, parce que j'ai trouvé. Bravo, bon chien. On fait semblant d'être content. On peut faire un échange, mais c'est tellement plus sécuritaire. Moi, j'ai développé ça avec mon petit Shiba qui est supposément fait de la protection de ressources. Il en fait 0, il ne sait même pas c'est quoi, mais bon, c'est sûr que bon, il était bien parti. Puis c'est renforcé jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il n'en fait pas. C'est quelque chose que je trouve important avec les chiens qui vont bien, de continuer à les renforcer pour ce qu'on aime qu'ils fassent comme choix, de le maintenir solidement. Comme ça, quand quelque chose va arriver de moins parfait, ils vont vraiment avoir de la patience puis de la tolérance. Puis être comme, mais où mon bonbon? Mais bon, un enfant, il est venu lui voler son os sans que j'ai regardé 10 secondes. Pourtant, je pensais les avoir toutes rangées quand les enfants venaient en visite. Mais le chien va être comme, hey, t'as oublié mon poulet, au lieu de, oh non, il approche mon os, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment à travailler la perception, puis penser vraiment que le chien qui va grogner à ce moment-là, tout ça, il veut pas vous mordre. Mais si on l'attaque, bien là, il pense qu'il n'y a pas le choix. Donc, c'est vraiment, si jamais votre chien vous grogne après parce que vous approchez son os, juste allez-vous-en. Puis si vous avez vraiment besoin de récupérer la chose, allez sonner à la porte. Faites quelque chose pour qu'il fasse qu'il lâche ça. Puis quand il ne regardera pas, vous l'enlevez. Puis là, appelez un bon éducateur. Mais après ça, ça se travaille. Donc, on gère la protection de ressources. Je vais, avec des jeunes enfants, je vais avoir une pièce, là, quelque chose derrière une barrière où là, mon chien a ses trésors, puis le petit enfant de 2 ans qui marche à 4 pattes, il ne touchera juste pas ses affaires, puis quand il sera plus grand, ça sera plus simple. Puis je peux faire définitivement des exercices, pas que le chien tolère, mais vraiment qu'il soit heureux qu'on vienne comme faire quelque chose à côté de ses ressources, parce que c'est des bonnes nouvelles pour lui. Puis on peut passer d'un chien qui protège à qui est heureux de nous rapporter des choses. Ça, c'est vraiment plus sécuritaire pour tout le monde. Oui, parce qu'il y a des morsures que j'ai vues de protection de ressources qui sont assez intenses. Oui, ça peut être beaucoup plus intense que d'autres. Oui, parce que oui, tout à fait. Dans des cas de réactivité, parce que j'en vois quand même plusieurs, justement, des jeunes ou des vieux chiens qui, tout d'un coup, ben là, ils se mettent à réagir pour une raison X. Les propriétaires, ils ne savent pas comment réagir sur le coup. Quand ils sont pris au dépourvu, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Ils se mettent juste à éloigner le chien de ce qui est en train de réagir. Sur le coup, là, c'est juste ça qu'on fait. Ne pas chicaner son chien parce qu'il est en train de réagir, il est déjà stressé au maximum. Fait qu'on ne voudrait pas lui confirmer avec notre réaction que oui, c'est une mauvaise situation. Même chose si notre chien fait juste japper après le voisin qui passe la tondeuse. Souvent, on est comme « Hey, non, arrête », même si on n'est pas violent avec le chien, mais on essaie de lui dire que son comportement est mauvais. Je ne suis pas sûre que les chiens font tant d'introspection que ça, surtout quand ils sont stressés. Donc, ce que les chiens vont souvent faire, c'est qu'ils vont associer notre réaction à quoi? À ce qu'eux autres portent attention à ce moment-là. Fait que si moi, je suis comme, non, arrête de japper,
Ah, ben voilà, je le savais que c'était mauvais. Le monsieur qui passe la tondeuse, tu vois, mon humain, il a l'air stressé aussi. Puis, donc, ça va paraître bizarre socialement, là, c'est quelqu'un qui vous regarde, mais en fait, je vais être comme, ben oui, c'est le voisin qui passe sa tondeuse, malgré que mon chien jappe. Je veux pas qu'il jappe, mais j'aime bien classifier les comportements que les chiens font en 2 grosses catégories. Donc, une, c'est les choses que le chien fait exprès de faire. Il peut les commencer, il peut les arrêter comme il veut. Mettre les pattes sur le comptoir parce que peut-être qu'il y a de la bonne bouffe, il peut décider de le faire ou pas. Souvent, les comportements qui nous dérangent les plus, japper, grogner, c'est ça, réactivité, c'est pas mal ça. Le chien, il n'y a plus de contrôle. Ça, c'est exactement comme moi qui est dans une bibliothèque toute calme, puis j'étais bien éduquée en Pologne. Je vois le monde, puis je suis tranquille dans une bibliothèque. Puis là, il y a une grosse araignée qui me tombe sur ma page. Je fais « Ah! » Je m'excuse. Je sais qu'il ne faut pas crier. Si vous me dites « Hey, crie pas dans la bibliothèque », ça ne m'aide pas, là. La cause était mon émotion qui a été trop forte pour moi. Puis, comment un chien réagit quand il a peur, il y en a un qui peut comme... La meilleure défensive est une attaque. Souvent, quand ils font « ra, ra, ra » après quelque chose, en fait, ce qu'ils veulent, c'est que la chose s'en aille. Ils veulent de la distance. Il y a des chiens qui vont s'écraser puis vont faire pipi de peur. Ils peuvent différemment exprimer comment ça va pas, finalement. Mais ce qu'on veut comprendre, c'est sur le coup, OK, le chien, il a eu peur, il a eu mal, ou les deux. En tout cas, il y a quelque chose il se sent pas bien. Des fois, il peut être très frustré, mais bref, il n'y a pas des belles émotions. Donc, le court, moyen et long terme, là, pour la réactivité. Immédiatement, là, je fais juste l'enlever. J'enlève la situation du chien ou j'enlève le chien de la situation. C'est tout, puis je ne suis pas en train de discipliner mon chien. Il n'y a pas de contrôle dessus, il va mal. Il n'est totalement pas en état d'apprendre quoi que ce soit. Il pourrait apprendre, par contre, que son humain à côté, c'est encore pire. Ça fait qu'on ne veut surtout pas ça. À court terme, je vais essayer de gérer comme à quoi il a réagi. Peut-on éviter ça? Là, si mon chien que je viens d'adopter à la SPCA, quand je le marche dans la rue, il fait ra, ra, ra après les autres chiens, je peux-tu marcher quelque part où il y a moins de chiens ou à des heures ou des météos quand il y a moins de chiens? Là? Ça va vraiment aider pour un petit bout de temps, juste pour qu'ils réagissent puis qu'ils continuent à réagir, puis là, tout s'empire. Puis là, en faisant appel à un intervenant qui est habitué de travailler ça avec des méthodes qui s'intéressent à la cause, qui ne va pas essayer juste d'arrêter de le faire réagir. Ça, c'est essayer d'étouffer les symptômes. Des fois, ça va fonctionner parce que, là, quand cette personne-là tient la laisse, le chien ne réagit plus. Mais il n'est pas plus à l'aise avec le chien qui arrive. En fait, on y a ajouté une peur dans sa vie. Maintenant, il considère plus dangereux la réaction de la personne qui tient la laisse que ce qu'il avait peur au début. On vient juste rajouter une autre peur. Ça fait des bombes à retardement. C'est super dangereux. Fait que j'ai eu énormément de clients qui se sont fait mal conseiller puis qu'en fait, la réactivité a empiré. Donc, ce qu'on va vraiment vouloir, c'est éviter le trouble. Et là, à moyen terme, on va apprendre aux chiens hors contexte. Si tu n'aimes pas trop quelque chose sans stresser beaucoup, tu peux faire ça, tu peux t'en aller, tu peux te cacher derrière ton humain, puis ça va fonctionner. Et là, graduellement, on le remet dans une situation. Fait que, mettons, si c'est des chiens qui passent, au début, ça sera à grande distance. S'il y en a besoin de « Oh, il y a un autre chien, je ne suis pas sûre, fait que mon humain me fait viens, on change de bord, puis on s'en va, puis là, je mange des gâteries plus loin. » Finalement, si je ne vois pas des chiens trop proches, ils ne me font pas trop peur, puis à chaque fois, il y en a un, je fais un petit viens, fait que c'est réglé, il est loin. Puis en plus, j'ai mon poulet favori. Finalement, c'est pas pire. J'aimerais ça que les chiens passent à cette distance-là. Puis là, peu à peu, on peut mettre la distance moins grande. Puis il y a des chiens qui réhabilitent complètement. Il y en a d'autres qui vont décider d'être normaux pour l'espèce et à l'âge adulte, ne pas aimer tout le temps des nouveaux étrangers. C'est la sociabilité entre chiens, c'est aussi quelque chose que les gens s'attendent un petit peu trop à du Disney, tout ça. Il y a des génétiques de chiens qu'on a vraiment fait exprès, puis je trouve que n'importe quel éleveur de n'importe quelle race de nos jours devrait travailler à développer, que les chiens restent sociables, passés, la maturité sociale va vers l'âge de 2 ans, 2-3 ans, avec des étrangers humains, avec des étrangers chiens. Mais ce n'est pas naturel. On ne voit pas ça chez des canidés sauvages. Là. Donc, bébés sont plus puis juvéniles, des copains. Mais à un certain âge, c'est comme, c'est correct, j'ai mes amis que je connais, puis les autres, on ne veut juste pas qu'ils essayent de leur arracher la tête. Donc, on ne veut pas... c'est correct si un chien adulte n'a pas le goût de jouer avec tous les chiens qu'il rencontre. En fait, il est normal. Quand on a des chiens hyper sociaux, ils sont anormaux. C'est le fun, là, mais c'est pas la norme. Donc, ce qu'on aimerait, c'est que le chien, ils disent « ça me tente pas, lui, un jeune ado qui s'énerve partout. On peut s'en aller lui-même, merci. » Tu n'es pas obligé de rentrer dans ce parc-là. Là. C'est correct. Donc, que le chien ne soit pas en crise puis ne soit pas en train de réagir. C'est un petit peu comme les humains. Si on pense, évidemment, chaque humain va être différent, puis chez les chiens aussi.
Mais tu sais, des adolescents qui font des parties open house de 100 personnes, ouais, ces mêmes personnes-là, à 40 ans, je suis pas sûre que ça les intéresse. C'est rendu à un certain âge, la majorité des humains, j'en connais des 70 ans qui font le party, là, il n'y a pas de problème, mais la majorité des humains matures vont préférer socialiser avec ceux qui connaissent déjà puis qui ont choisi. Donc, très souvent, on voit, par exemple, des fausses alertes de réactivité entre chiens, en fait. Ce qu'on voit, c'est juste un chien qui est devenu mature puis ça ne tente plus d'aller au parc à chiens. Ça ne tente plus de se faire rentrer dedans impoliment par des ados qui sont restés 8 heures tout seuls dans la maison puis là, ils sortent, là, puis ils n'en peuvent plus. Il aimerait mieux juste jouer avec les 2-3 chiens qu'il connaît bien, prendre plus de marches. Des fois, ils sont plus intéressés maintenant à interagir avec des humains que des chiens que quand ils étaient ados, ils étaient comme « ouais, laisse faire les parents, les copains des copains ». Puis bien sûr, il y a aussi des jeunes chiens qui sont déjà pas sûrs des chiens jeunes, là, donc on aimerait les aider à les sécuriser tout. Surtout, ça m'a fait penser à quelque chose. Je vois beaucoup de gens avec des chiens réactifs qui, mon Dieu, veulent pas déranger puis qui se sentent tout mal que leur chien jappe. Moi, je tiens à vous le dire, mettons, à ma clinique, à moi, là, ça ne dérange pas. Je préfère. La pression sociale. Oui, c'est tellement difficile. Oui. Puis, je sais c'est quoi aussi avoir un chien réactif qui... faut te déculpabiliser, c'est pas nécessairement de ta faute non plus. On se court. Il y a beaucoup de monde qui disent un chien qui est réactif, c'est à cause de l'éducation. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Si des méthodes qui utilisaient la peur, la douleur chez les chiens ont été utilisées, ça a pu le créer ou l'augmenter. Mais pas parce qu'on a gâté le chien, pas parce qu'on n'utilise pas assez de discipline, ce genre de mythe-là. Non. C'est parce que le chien est inquiet. Fait que souvent, pardon, il y a des gens qui vont m'appeler avec une problématique comme ça. Ouais, je sais que je suis pas assez dur avec mon chien, je suis pas bonne de la discipline. Vas-tu pouvoir l'aider? Oui, il n'y a pas de problème, on peut le réhabiliter parce qu'en fait, ça a zéro rapport avec la discipline. C'est juste changer comment, c'est une grosse affaire, mais changer comment l'émotion du chien est dans un certain moment. Fait que oui, la pression sociale est terrible, puis avec des attentes, puis aussi toutes sortes de vidéos et des trucs sur Internet, là, en 2 jours, ton chien est réglé, puis tout ça, puis la pression que ça met certaines émissions de télévision. Non, c'est toi qui es pas assez, tu sais, assez ci ou assez ça, autoritaire, ton chien te mène par le nez. Ça met tellement de culpabilité sur les gens. Fait que dès que quelqu'un s'intéresse quoi faire, il va apprendre quoi faire, mais inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas obligé de devenir dur avec votre chien, heureusement. Vous allez plutôt l'encadrer, le socialiser à son rythme, tu sais, le rendre plus sécure, mais... des fois, ça peut être quelque chose qu'un humain a fait. Fait que mettons que quelqu'un a adopté un chien, puis là, tout à coup, tu sais, justement, vers la fin de l'adolescence, son chien a commencé à avoir des problèmes de réactivité, il a commencé à charger les autres chiens. Ils ont vu un professionnel qui ont payé cher, puis ils se sont fait dire, tu sais, de corriger le chien quand il fait ça, ou peut-être même ils sont rendus avec des colliers à pic, des colliers électriques de nos jours, toutes ces choses-là. Ouais, ça a pu empirer. C'est normal, le chien est de plus en plus stressé. Puis maintenant, quand il voit un chien comme « Oh non, qu'est-ce que je vais avoir maintenant? » C'est encore des pires nouvelles pour lui qu'avant de voir un chien. Fait que oui, ça a empiré. Mais dès qu'on l'arrête, on peut aller dans l'autre sens. Fait que des fois, je rencontre des gens qui sont comme « Oh mon Dieu, si j'avais su, j'aurais pas fait ce cours-là, ces cours-là. » Mais mon Dieu, aujourd'hui, vous le savez. Là. Et puis votre chien, il va être très heureux que vous avez changé de professionnel qui vous aide là-dedans. Puis on va pouvoir faire demi-tour. Là. Il va pas vous garder, tu sais, une rancune à vie là, que vous avez pris le mauvais professionnel la première fois. Là. Fait que il y a certaines choses qui vont aider, puis il y a certaines choses qui vont nuire que nous, on fait. Mais à la base, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre sur le dos. Oui, c'était la faute des humains, mais pas la vôtre. Qui a reproduit ce chien? Est-ce que la personne qui a reproduit ce chien, de un, elle a choisi des chiens qui sont bien dans la tête pour les reproduire, ou elle a reproduit des chiens tout nerveux, tout croche, mais c'est pas grave, ils sont de la bonne couleur, ça va se vendre. Cette personne-là, on peut la mettre coupable un petit peu. Ou bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, la socialisation, on en parle beaucoup, mais ça commence bien avant 2 mois quand on adopte le chiot. Ça commence dans le ventre de maman. Comment la maman chien se sent? Est-ce qu'elle est stressée? Est-ce qu'elle a... on a même des études, je veux dire, la maman qui se fait caresser puis qu'elle aime ça, que ça la stresse pas, ça fait des chiots qui aiment mieux se faire toucher que d'autres. Ensuite, est-ce que la maman est nerveuse? Est-ce que la maman est isolée dans un beau chenil tout stérile ou elle fait partie de la famille puis elle a son coin d'accouchement, tu sais, dans une des pièces de la maison? Comment les gens sont avec les chiens, tu sais, ceux qui l'élèvent, est-ce qu'ils sont durs avec ou c'est très plaisant? Donc, quand la maman est stressée ou malade, tu sais, des fois, c'est pas la faute des gens. Là. Je me rappelle, un très bon éleveur, ben, il y a une portée, ça a tellement pas marché.
Ces petits étaient tellement plus nerveux. Pourtant, c'est des lignées qui allaient bien d'habitude. Puis, à un moment donné, la dame a allumé. C'est vrai, j'avais des réparations de toit. Quand les bébés étaient dans les premières semaines, la maman était nerveuse avec les gros bruits de réparation. Une réparation d'urgence, elle n'avait pas le choix. Mais avoir su, elle aurait réalisé la maman avec les chiots, ça aurait été moins stressant pour cette maman-là que rester là. Puis, ben, ces chiots ont appris que la vie est dangereuse. Maman est souvent stressée, fait que moi aussi, je stressais avec plein d'affaires. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant 8 semaines qu'on pourrait culpabiliser, entre guillemets, des gens ou pas, là, mais les propriétaires, c'est beaucoup plus rare. Est-ce que le 8 semaines, là, quand on adopte nos chiens, est-ce que c'est assez? Oh, ça va dépendre vraiment des lignées. Donc, des vraiment bons éleveurs vont des fois me raconter comme « Ah, quand c'est cette maman-là puis c'est papa-là, oh, j'aime bien 8 semaines, 9. Celle-là, j'aime bien jusqu'à 10. » Fait que des fois, ça dépend de... puis là, les races sont tellement différentes, les lignées sont tellement différentes. Donc, leur vitesse de développement, évidemment, plus l'éleveur a de l'allure et qui fait tout un programme de stimulation, même avant la socialisation aux chiots. Les chiots, à 6 semaines, ils sortent dehors avec lui, ils vont au village, ils bougent beaucoup plus. Ils voient dehors, donc ils voient plus loin. Leurs yeux se développent différemment. Leur coordination, ça ne donne pas des chiots qui sont développés de la même manière à 8 semaines que quelqu'un qui n'a pas fait grand-chose. Donc déjà, un chiot de 8 semaines puis un autre, 2 mondes différents. Donc, je suis vraiment très heureuse qu'au Québec, maintenant, on a minimum 8 semaines. Là. On se court, là. C'est vraiment un minimum. Il y a des éleveurs qui vont les garder 10 semaines, 12 semaines. Si l'éleveur le garde plus longtemps, on s'assure que l'éleveur sort ses chiens au village et a des invités et tout ça. Fait que s'il le fait, ben c'est excellent, il n'y a pas de problème. Ce sera juste tellement plus facile pour faire ses nuits, la propriété, quand il y a 12 semaines que 8. Mais certains éleveurs peuvent trouver que 8 semaines et demie, c'est bien, mais il faut que ce soit des éleveurs qui ont bien fait ça, puis que leurs chiots sont allumés. La maman, ça fait un petit bout que comme « Oh, tu me donnes des breaks, hein, des petits, là, merci. » Ouais. Idéalement, ils ont des matantes, des mononcles dans l'élevage familial qui aussi jouent avec les chiots. C'est pas toute la maman entre eux. Donc, par exemple, l'élevage d'où vient mon chiot, c'est vraiment une belle place, là. Ils font vraiment bien ça. Ils étaient 3 frères complètement différents. Fait que moi, j'ai eu la petite tornade. Il y en avait un comme du milieu, très actif, mais capable de faire des siestes. Puis, il y avait le petit colleux tout calme. Mais le petit colleux tout calme, il est parti plus vite que les deux autres, puisqu'il était tanné de ses frères, là. Puis, il s'en allait dans une famille avec d'autres chiens adultes déjà, des gens expérimentés, fait qu'il n'allait pas comme perdre quelque chose au niveau social. Puis, franchement, ces 2 frères énervés, ça l'énervait plus qu'autre chose. Donc, l'éleveuse a vraiment fait des choix personnel selon chacun des chiots. Puis si l'éleveur ne connaît pas assez ses chiots, c'est probablement pas un bon éleveur. Red flag. Oui. Il est supposé vraiment connaître les personnalités de chiots par cœur, puis être capable de vous raconter, c'est toujours le petit dernier, il n'est pas trop sûr, celui-là, c'est le petit fonceur. La semaine passée, ça a changé parce qu'il évolue aussi les premières semaines. Sinon, ouais, c'est pas un bon signe. On avait quelques questions du public pour toi. Allez-y! Le cas de la morsure, on l'avait vu. Juste nous redire, c'est ça, un chien qui mord, en fait, il va pas nécessairement remordre, mais si on change rien... Ben, si on change rien, ça risque de réarriver, en effet. Si on change rien, on risque d'avoir le même résultat, mais bien sûr qu'il peut réapprendre les gens peuvent apprendre à voir la morsure venir de 5 km, donc on n'y arrive plus jamais. Fait que même si, au final, ce chien-là, il a toujours peur des messieurs à barbe, mais si on le voit d'avance et que le chien a au moins appris que si j'ai peur, je regarde mon humain fait quelque chose, puis je suis pas obligée de me faire flatter par le monsieur à barbe, on va éviter les morsures dans l'avenir, puis ça va déjà aller beaucoup mieux. Puis, bien sûr, que certains chiens, on peut aller jusqu'à, finalement, les messieurs à barbe, c'est le fun. J'en ai plus peur, oui. Fait que tout à fait, c'est modifiable. Est-ce que tu penses que, comme les colliers à clous, j'entends souvent là, quand les chiens tirent, est-ce qu'il comprend que c'est à cause de lui qui est puni, puis que...
Avec tout ce qui est collier qui est étrange, Ouais. qui sert, les colliers à crampons, là, c'est ça, ou à pic, comme les gens appellent Il se ça. punit lui-même, là, qu'on en fait. Ben, ça va être désagréable quand ils tirent, mais c'est un petit peu comme je disais tantôt, je suis pas sûre qu'ils font tant d'introspection que ça. Donc, on voit régulièrement des gens changer de collier à de plus en plus moins confortable finalement parce que le chien s'habitue. Puis je vois des chiens qui tirent là, comme un train avec des colliers qui leur font mal et qui sont carrément dangereux pour leur santé là, physique. Là. Les cervicales, les petits nerfs qui passent là, c'est vraiment dangereux. Mais ils n'ont aucune idée. T'sais. Selon eux, c'est comme, bon, ben maintenant, c'est ça. Il faut que je tire mon humain. Puis c'est pas confortable, mais pour avancer, ça a l'air qu'il faut que je tire. Fait que je vois énormément de chiens qui vont développer de la réactivité en laisse parce qu'on leur met des choses. Fait que c'est vraiment triste. La personne, elle n'avait aucune idée. Elle a un grand chien énervé. Son boxeur de 8 mois, il est comme « Wouhou, les copains! Wouhou, les écureuils! » Fait que, ouais, elle commence à payer cher de physio pour son épaule, la dame, là, tu sais. Je veux dire, ça fait mal. Elle s'en va quelque part d'une animalerie. Ils disent « Ah, mettre un collier étrangleur ou à pic, peu importe. » Parce que, bon, quand il tire, ça sera moins confortable. Donc, on se dit, ça va l'arrêter de tirer. Mais l'affaire, c'est qu'arrêter de tirer, c'est une abstraction. C'est un concept qui est comme négatif. Ne pas faire quelque chose, c'est comme je vous dis, pensez pas à un éléphant bleu. C'est sûr que vous êtes en train de penser à ça. Mais si je vous parle de vache verte, vous n'êtes pas en train de penser à un éléphant bleu. Fait qu'il faut que je vous donne la bonne réponse. Donc, moi, ce que je fais beaucoup, c'est que j'apprends au chien quoi faire pour ne pas tirer sur un harnais, sur un collier, peu importe. Fait que comme ça, ils savent que pour avancer puis se rendre au prochain parc, avoir leurs copains, quoi faire? On leur donne la bonne réponse au lieu de punir celle qu'on n'aime pas parce que je peux bien faire non, fais pas ça, non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Moi, je fais quoi? Ils ont souvent juste pas la bonne réponse. Et en plus, ce qui risque d'arriver, si c'est assez désagréable pour inhiber le comportement de tirer, toujours demandez-vous après quoi le chien tirait. Donc, le chien tirait pour aller voir des copains. Qu'est-ce qui arrive dans son cerveau, dans sa perception? Il voit des copains, ouch. Il voit des copains, ouch. Il voit des copains, ouch. Ça finit par faire, oh non, je vois des copains, je me sens toute mal parce que je sais que je vais avoir mal. Et là, c'est la faute des copains. Fait que là, il commence à devenir réactif en laisse face aux autres chiens. Malgré qu'il n'y avait pas, il ne s'est jamais fait attaquer par un chien. Avant, il aimait ça, les chiens. Avant, il aimait ça, les enfants. On voit beaucoup ça avec les clôtures invisibles qu'on appelle. Donc, les colliers électriques qui vont faire bip, puis ils vont donner une décharge si le chien sort du périmètre. Ça crée tellement de problèmes de réactivité puis d'agressivité chez des chiens qui en avaient zéro parce que même s'ils reçoivent pas la décharge, ils reçoivent le bip. Si le bip fonctionne, c'est parce que le chien fait « Oh, je vais avoir mal ». Et là, à quoi il portait attention à ce moment-là? À un enfant dans la rue. Il aimait super gros les enfants, maintenant il commence à grogner après les enfants. Il a associé soit la douleur ou la menace de la douleur. C'est la même chose dans le cerveau du chien. C'est je vois des enfants, je vais avoir mal. Ben maintenant, quand je vois des enfants, allez-vous-en les enfants. Et là, il commence à l'agressivité envers les enfants. C'est super triste quand ça arrive. Maintenant, je comprends la réalité des gens de ne pas avoir des milliers de dollars pour clôturer un énorme bout de terrain. Ce que je vous conseille au lieu des colliers comme ça, c'est de clôturer une toute petite partie. C'est juste pour que votre chien aille faire pipi pendant que vous êtes en pyjama. Puis ensuite, d'utiliser des grandes longes, puis quand vous sortez avec votre chien, le reste de votre grand terrain, utilisez-le avec votre chien. C'est pas une bonne idée en général pour la majorité des chiens de rester là tout seul. Il va commencer à japper après le monde, creuser. Il va faire des affaires que vous n'aimez pas. Là. Puis c'est un animal pas mal sociable. Fait que juste avoir un petit bout clôturé pour qu'il puisse aller faire ses besoins, ça vous coûtera pas bien cher. Puis le reste de votre beau terrain, utilisez-le quand vous êtes là avec lui. Et là, au début, vous pouvez mettre une longe, vous travaillez son rappel. Fait qu'éventuellement, si vous êtes là avec votre chien, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il regarde. Non, puis vous avez un bon rappel, viens. Fait que vous allez pouvoir utiliser votre terrain à ce moment-là avec votre chien. Parce que c'est vraiment dangereux. Puis n'oubliez pas que s'il passe, parce qu'il s'est oublié, il y a un lapin qui a passé devant le nez, il est parti. Tchou! Et là, on voit des chiens qui sont perdus vraiment loin. Parce qu'un chien qui n'a pas de collier comme ça pour sortir, il y a juste quelqu'un qui a laissé la clôture ouverte, puis il est sorti, puis il est allé se promener, puis il va revenir probablement. Il va essayer, s'il n'est rien arrivé. Mais un chien qui prend une décharge électrique quand il sort, ça lui fait peur, et là, il part en panique. Et là, il ne sait pas où est-ce qu'il va, et il se rend beaucoup plus loin. Donc, souvent, ces chiens perdus-là, on les retrouve vraiment très loin. Là, ils sont perdus parce qu'ils ont été en panique, ils n'ont pas remarqué où est-ce qu'ils sont partis. Et aussi, pour revenir, ça va leur faire une décharge. Fait qu'ils ne peuvent pas revenir sans avoir la punition. Et ça, souvent, les gens ne sont pas au courant. Dans l'autre sens, ça les punit aussi. Fait que votre chien ne reviendra pas. Non, ça ne tentera pas de... C'est vraiment dangereux à utiliser. C'est ouais.
Ça me fait penser, c'est comme dans le même processus que quand tu le chicanes quand il revient parce qu'il n'est pas revenu assez vite, j'imagine. Parce que j'ai déjà... Oui. Mm-hmm. Là, ça fait peur de revenir. Est-ce que je me trompe? Ou... Oui, il y a des chances. Donc, si votre enfant n'a pas trop travaillé durant son semestre à l'école, puis là, il vous montre le bulletin, et là, vous avez c'est normal que vous n'êtes pas content. Mais si vous avez une mauvaise réaction, vous êtes en train de punir quoi? Il y a 2 semaines, pas faire ce devoir, ou vous montrez le bulletin la majorité du temps. Après ça, on voit l'enfant qui est comme « Non, on n'a pas encore eu les bulletins! » Donc, faites attention à ce que vous associez. Donc, quand quelqu'un a des problèmes de rappel, on veut les travailler hors contexte, là où le chien est encore capable pour vraiment, que ça soit leur mot favori là, de revenir. Et s'il est en apprentissage, à un moment donné, il n'est pas très bon, mais quand il finit de revenir, je suis vraiment contente. En fait, pire chose mon chien vient de faire, il vient de japper après des enfants, grogner après quelqu'un. Je le rappelle, je suis vraiment contente parce que c'est la meilleure chose côté sécurité, pratico-pratique, que le chien peut faire, c'est revenir me voir. Et idéalement, le lien est comme un sanctuaire. Mon chien peut faire n'importe quoi, il sait que la bonne réponse, c'est venir me voir. Fait que pire chose qu'il est en train de faire, grogner après des enfants, j'ai dit, viens, je veux pas qu'il y ait d'hésitation de venir me voir. Ah, parce qu'elle est peut-être pas contente parce que j'ai grogné. Non, c'est comme, ah oui, voir mon humain, phew, je peux l'enlever des enfants, le remettre en laisse, l'enlever de là, gérer la situation vraiment mieux. Donc, quand je travaille le rappel avec des chiens, quand, oups, il n'est pas revenu cette fois-là, ça nous donne de l'information. Il n'était pas rendu là. Il va falloir à ce niveau-là, qu'on travaille un petit peu plus. Mais je vais être super content quand il finit de revenir. Donc, une des premières choses qui va arriver, c'est que, par exemple, pour des chiens réactifs, qu'il faut justement, ils perdent leur tête, ils ont leurs émotions tout croche, parce qu'ils ont vu quelque chose. On essaye d'éviter les autres chiens cette semaine, mais oups, il y en a un qui est apparu. Mon chien, il a perdu la tête. Je le tire un petit peu pour ne pas faire peur aux pauvres gens là-bas. Viens-t'en. Puis quand il finit par revenir, parce que ça fait 10 minutes que le chien est parti, ouais! Qu'est-ce que ça fait? Juste ça. Ça fait que les chiens reviennent plus vite. Donc, éventuellement, beaucoup de mes clients qui commencent à travailler à la réactivité, ce qui va leur arriver, c'est que leur chien réagit et fait « Ah oui, c'est vrai, allez voir mon humain, on s'en va, puis c'est réglé. » Donc, ouais, renforcer comme ça, j'ai aimé ça, le fait que tu es revenu. Mais ça fait bizarre en public, je le sais. Oui. Ben, c'est aussi, j'ai l'impression, c'est beaucoup de gens qui ils sont pleins de bonnes intentions, fait qu'ils veulent faire la bonne chose qu'eux ont appris. Oui. C'est contre des réflexes. Bien sûr. Tu sais, qu'on a, moi, je pense que, justement, il n'est pas revenu tout de suite. Ou, faut déconstruire quelque chose dans notre tête que... La culture au complet, oui. On est beaucoup élevé par non, erreur. C'est pas très fonctionnel. Si vous avez remarqué, dans le domaine humain, on fonctionne encore beaucoup par la punition. Mais tu sais, ceux qui font des recherches puis qui veulent faire de l'argent, ils ont compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que si on prend des points de Pharmaprix ou de Jean Coutu, mais en fait, ces compagnies-là, ce qu'ils vous font, c'est qu'ils vous renforcent le bon choix d'aller acheter chez eux. Okay? Le comportement qu'eux autres veulent renforcer. Ils vous font pas payer des amendes parce que vous êtes allé chez le compétiteur. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, on sait aujourd'hui, pour l'éducation humaine, tout ça, que renforcer les bons comportements, là, c'est plus efficace pour modifier le comportement que juste la punition qui va être toujours dépendante de la présence de la police. Donc, quelqu'un qui aime ça faire de la vitesse, on aimerait ça qu'il en fasse moins parce que c'est dangereux pour tout le monde. S'il prend un ticket, qu'est-ce que ça fait? Il devient meilleur à déceler où sont les radars. Mais pensez que si vous passez, qu'il y a des radars photos un peu partout, et à chaque fois que vous passez, ça vous prend une photo de votre plaque et ça vous donne des points quand vous passez à la bonne vitesse et que quand vous avez assez de points, ça vous fait des rabais sur votre permis de conduire, vos assurances auto. On peut ce que l'autométrie là, commence à faire avec les assurances. Regardez là où est-ce qu'on essaye de faire de l'argent, là, ils sont au courant de tout ça. Ça serait vraiment bien, en fait. Oui, ça serait beaucoup plus sympathique. Puis on serait comme, bonjour, monsieur le policier. Lui, il est comme, policier. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ça change la relation. Donc, pour nos chiens, c'est pareil. Puis je vous dirais qu'on pense beaucoup trop que le chien fait de l'introspection. Puis comme, ah oui, j'ai mal fait. Mais ça, c'est comme une culture. Je ris toujours. Ici, au Québec, vous êtes vraiment très anti-religion chrétienne. Et on comprend pourquoi. Mais mon Dieu, la culpabilité chrétienne, elle est tellement ancrée dans les gens, c'est comme, mais là, décidez-vous, là. Fait que flageller, oui, j'étais un mauvais maître, puis la culpabilité, j'ai mal fait, et on le
projette sur notre chien. Notre chien ne va pas faire « Ah oui, c'est vrai, c'est mal japper aux fenêtres quand je suis stressée. » Ce qu'il va très bien apprendre, par contre, c'est « Oh, si je suis en train de japper à la fenêtre et mon humain arrive, il faudrait que j'aille à l'autre fenêtre puis que je le fuis parce qu'il n'est pas le fun. Quand je jappe à la fenêtre, mon humain n'est pas le fun. Il n'a pas compris que c'est mal japper à la fenêtre. » Ouais. Que oui, je vous dirais de beaucoup plus penser, pas ce que mon chien fait, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une fenêtre sur comment il se sent. Des chiens qui sont contents, détendus, qui se sentent en sécurité, font pas beaucoup de problèmes. Les chiens qui ont des problèmes souvent sont stressés pour X raisons, ils ont peur ou carrément ils ont mal à quelque part. Donc, si le chien fait des comportements que j'aime pas, la première question, c'est pourquoi? Et je vais m'intéresser comment mon chien se sent et souvent, là, je vais avoir des meilleures idées. C'est de voir qu'est-ce qui vient de se passer. Parce que sinon, on travaille juste sur les symptômes qui sortent, mais OK, il n'a plus le droit de japper, il va commencer à se manger les pattes jusqu'au sens, il est stressé, il va faire autre chose. Ou il va mordre direct, sans avertissement. Non, on ne veut pas ça. Oui. C'est déjà terminé parce que ça va beaucoup trop vite. Mais merci infiniment d'être venu nous parler. C'était vraiment intéressant. Oui, merci. Et où on peut te trouver? Je pense que tu en as parlé un petit peu. Vous pouvez aller sur mon site coeurcanin.com. Simplement, j'ai des articles aussi pour les gens qui veulent apprendre à lire leur chien un petit peu plus et comprendre. Fait que ces articles-là sont gratuits, bien sûr. Si vous les trouvez pas, vous pouvez toujours m'écrire. Ça va me faire plaisir. Pour ceux qui sont sur Facebook aussi, ben, j'ai un groupe qui s'appelle Cœur Canin où est-ce que les gens peuvent poser des questions et tout ça, jaser de chiens. Sans problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi.